Nous sommes immensément contents d'accueillir Florent Menegaux, le président de Michelin, qui nous fait l'honneur d'être avec nous et d'échanger, bien entendu, avec vous. Nous allons commencer à 3 intervieweurs et ensuite, progressivement, nous ouvrirons bien sûr à la salle. Je pense que vous avez beaucoup de questions. Il y avait un vieil adage qui disait « Michelin, mystère vu de l'extérieur » et certains ajoutaient « miracle vu de l'intérieur ». Je ne sais pas si ceci est toujours vrai, mais en tout cas, le côté un peu mystérieux de l'entreprise, sa capacité à dire « je » et à avoir des positions fermes, des positions qui sont Michelin et qui se traduisent aujourd'hui sous l'impulsion de Florent Menegaux par « I am Michelin » est puissante. Voilà. On ne suit pas les modes n'importe comment, on est Michelin, mais on y va, on se projette dans le futur. Je vais démarrer par une très brève présentation, assurez-vous, du groupe très brève et de notre intervenant. Il me regarde avec un sourire en se demandant que va-t-il dire. Donc, tout d'abord, pour faire très simple quand même, Michelin, c'est pratiquement 150 ans, peut-être même un petit peu plus d'âge. C'est 170 pays au niveau de présence, 70 sites industriels, environ, j'ai arrondi les chiffres. 120. 120 sites, 120 industriels. OK. J'ai compté 500 000 pneus par jour. Je me suis trompé ou... Un petit peu plus, oui. 700 700 000, oui. 700 000 pneus par jour, de toutes sortes, de toutes tailles. C'est extraordinaire quand même. Et en même temps, du pneu. Or, justement, un de vos enjeux, ça va être de sortir du pneu. On va y revenir. Et puis, bien entendu, quand on regarde Michelin, on peut se dire grande entreprise. 130 000 personnes environ, 20 milliards de capitalisation boursière, et puis, bien entendu, une action qui est aujourd'hui, comme beaucoup d'actions, un petit peu tombée, mais le consensus des analystes est à l'achat. On est à 117 environ, 118, et le consensus est à 162. Donc, je ne vais pas faire de délit d'initié, ni d'incitation primaire à l'achat, mais tout de même, je dirais simplement que personnellement, je trouve que ce n'est pas une mauvaise affaire d'acheter du Michelin. N'est-ce pas, Florent? Voilà. Alors, bien sûr, si on dit Michelin grande entreprise, qu'on se compare au niveau du CAC, si on vous compare à l'industrie automobile, on se dit pas mal. Je ne vais pas citer les chiffres, ils sont disponibles sur Boursorama, mais ils sont inférieurs aux 20 milliards. Si on se compare au luxe, alors là, c'est Michelin qui est inférieur. LVMH qui culmine à près de 300 milliards. Et puis, bien entendu, on évitera de parler des GAFA ou de parler de ces entreprises qui voyagent dans les sommets des 2000 milliards. Donc, vous imaginez un petit peu la chose. Dans le groupe, un actionnariat qui est extrêmement réparti. Là aussi, c'est une question sur le mystère. Quand je pose des questions, Michelin, est-ce que tu sais quelle est la gouvernance? On me dit, je ne sais pas, plus ou moins, etc. Premier point, Michelin est une commandite par action. Je ne sais pas si vous connaissez, commandite par action, structure qui est née dans la République de Venise il y a très longtemps, mais structure qui rend le dirigeant, qui est un associé commandité, solidaire financièrement en cas de difficulté majeure de l'entreprise. Donc quand on parle d'engagement dans l'entreprise, ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. Deuxième point, l'actionnariat est très réparti. Quand on pense à actionnariat réparti, on pense souvent à l'Air Liquide. Par exemple, actionnariat très dispersé, très réparti. Michelin, 60% d'investisseurs institutionnels non français, 26% d'investisseurs institutionnels français, 12% d'acteurs individuels et 2% de salariés seulement. Mais je sais que vous voulez faire changer ça. Alors voilà. Donc, comment est-ce qu'on va aborder les choses? Tout d'abord, je vais faire une brève présentation de Florent Menegaux. Émilie abordera quelques sujets d'actualité. Ensuite, Lionel questionnera sur l'évolution de l'entreprise, l'innovation, le lien avec la responsabilisation. Émilie reviendra sur RSE, sur tous les engagements sociétaux et environnementaux de l'entreprise. Et je terminerai sur les enjeux RH qui sont les nôtres et qui nous intéressent beaucoup, bien entendu. Brève présentation de Florent Menegaux. On ne peut pas dire que votre carrière soit une carrière très statique. Vous rentrez dans le groupe en 97. 3 ans, vous vous occupez donc de la direction commerciale pour la vente des pneus de poids lourds au Royaume-Uni. Donc on commence au Royaume-Uni. Mais on y reste 3 ans et on part en Amérique du Nord pour diriger les ventes poids lourds.
Et on part au bout de 3 ans en Amérique du Sud pour diriger les ventes poids lourds. Voilà, vous vous rappelez le Tour de France des compagnons? Eh bien, pour le président de Michelin, c'est le tour du monde qu'on fait presque. Hein. On n'est pas loin de ça. Ensuite, passage par la direction Afrique-Moyen-Orient. Et puis, vous arrivez à la direction de ce que Michelin appelle les pneus de tourisme camionnettes, ceux qui vont vers vos voitures et les camionnettes. Et là, vous dirigez un business Europe en 2006, puis une ligne produit monde en 2008. Là, vous restez 6 ans. On vous dit quand même, vous pouvez souffler un peu. Là, hein. Je pense que votre famille doit souffler un peu aussi. Et puis en 2014, vous devenez directeur général des opérations. 2017, DG exécutif. Août 2018, gérant associé commandité. Je vous ai expliqué ce que ça veut dire. Et puis 2019, président du groupe. Donc voilà un parcours qui est à la fois un parcours extraordinairement ancré dans la réalité du terrain, respect des faits, valeurs clés de Michelin. Toutes les valeurs de Michelin, il y en a 5, sont des valeurs de respect. Respect des faits. Je connais le terrain, je connais les clients, etc. Donc un parcours qui s'ancre, en même temps un parcours un peu divergent quand même. On vient des ventes dans une entreprise où l'industrie a quand même une place prépondérante. Et derrière, bien entendu, la capacité à être quelqu'un qui va s'ancrer et transformer l'entreprise. Et c'est ce qu'on trouve formidable, notamment dans nos réunions de préparation, ce qu'on a perçu chez vous et ce que nous disent les représentants de Michelin que nous voyons dans les différentes sessions. Voilà, je m'arrête là, je ne veux pas être trop long. Émilie, je te passe le lead sur les questions d'actualité. Merci, bienvenue Florent. Effectivement, hier, on a démarré le congrès avec une introduction sur le conflit Ukraine-Russie. Moi, je voulais vous demander, effectivement, pour la salle, comment Michelin a traversé ces chocs successifs de la pandémie et puis maintenant du conflit, et comment les personnes de Michelin vont et le vivent. D'abord, bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Donc, ce qui caractérise la période actuelle, c'est que depuis 3 ans, en fait, vous avez une succession de crises dont aucune ne s'éteint. C'est-à-dire qu'elles se cumulent. Donc, on est rentré fin 2019 en Chine par le Covid. Et aujourd'hui, on a toujours le Covid, mais en plus, on a une disruption majeure de toutes les chaînes d'approvisionnement logistique. On a un manque de bateaux, manque de camions, manque de conducteurs, manque de composants électroniques, manque de matériaux pour fabriquer nos produits, un rapport au travail qui change, notamment en Amérique du Nord ou dans certains pays d'Europe de l'Ouest. On a une guerre sur le territoire européen. On a un turnover qui a triplé en à peu près 8 mois, une hyperinflation à gérer, des dévaluations de devises majeures. La Turquie a dévalué sa devise de 80% dans les 3 derniers mois. Vous avez, et dans tout ça, donc c'est un chaos en fait généralisé dans tous nos modes de fonctionnement. Et Michelin tient bon. Et c'est exceptionnel. Et je parlais avec nos équipes dirigeantes hier et je leur disais, je suis absolument bluffé par la résilience et la capacité des entreprises à naviguer dans un bazar tel qu'on ne l'a jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et depuis 3 ans, donc toutes ces crises s'enchaînent. On avait un témoignage hier de notre responsable de la Chine qui nous racontait comment la Chine gère le Covid en ce moment. C'est absolument terrible. On a des centaines de personnes dans nos usines en Chine qui sont restées dans leur usine pendant des semaines, à vivre dans l'usine et à ne plus pouvoir sortir. Donc, dans tout ça, Michelin structurellement va bien parce que les personnes résistent. Et les personnes résistent parce que finalement, le tissu social, la cohésion sociale de Michelin, c'est ça qui prime. Alors on est au congrès des ressources humaines. Vous disiez que la fonction humaine est centrale dans une telle situation et que finalement les collaborateurs aussi avaient retrouvé ce qui les relie, ce qui fait sens, et que le management était là pour absorber l'anxiété aussi. Exactement. Et en fait, d'ailleurs, je suis très heureux d'être avec vous parce que quand je vois le titre, vous êtes le congrès HR. Et en fait, chez Michelin, il n'y a pas de ressources humaines. Il n'y a que des hommes et des femmes qui sont pleins de ressources. Et nous n'avons donc pas de fonction ressources humaines dans le groupe. Nous avons un service du personnel. Alors ça paraît un peu
sur année, mais en réalité, c'est extrêmement profond. Parce que derrière, nous considérons que les personnes sont l'objet, la destination de l'entreprise. Ce ne sont pas des moyens pour obtenir des choses. C'est la finalité de ce qu'on fait. Et donc derrière, c'est ça qui nous relie. Alors je sais que dans le sens ressources humaines, il y a aussi cette question, les personnes sont pleines de ressources. Donc je fais le crédit de ça, mais nous avons préféré ne pas avoir d'ambiguïté. Donc chez nous, nous avons un service. Et d'ailleurs, c'est un Chief People Officer, c'est des personnes au service du personnel. Alors, peut-être une question qui prolonge ce propos, c'est que dans la partie préparatoire que nous avons faite, vous avez dit un des points importants pour nous, c'est pourquoi on est ensemble. Et vous annonciez donc une 6e transformation de Michelin avec AM Michelin. Et donc la question, c'est pourquoi puisque cet héritage de Michelin a toujours été centré sur les hommes et les femmes. Et donc, qu'est-ce que ça apporte de plus dans le contexte actuel ? Alors, d'ailleurs, dans le pourquoi, vous avez 2 façons d'écrire pourquoi. Vous pouvez l'écrire en un mot, pourquoi. Ça, c'est la raison d'être. Et notre raison d'être, ensemble, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Et ensuite, vous avez le pourquoi. Et le pourquoi, c'est notre rêve collectif qu'on est en train de redéfinir. Alors, Michelin a eu plusieurs rêves successifs. Il faut se rappeler que Michelin, au début du siècle dernier, ou enfin même à la fin du siècle encore précédent, c'était 2 ou 3 personnes à Clermont-Ferrand qui sont parties à la conquête du monde. Et donc il faut se rappeler de cet héritage-là. Et ils étaient intéressés non pas par le pneumatique, parce que Michelin n'a pas inventé le pneumatique, mais ils étaient intéressés par l'aventure automobile, par l'industrialisation, par le développement, par le monde. Et c'est ça qui les a motivés. Donc le pourquoi, nous sommes en train de le co-construire avec l'ensemble des salariés du groupe pour redéfinir notre rêve collectif à l'horizon 2050. Donc on a défini l'esquisse de ce qui va nous emmener, le pourquoi, dans les 30 prochaines années. Et on est en train de définir, de préciser certains champs d'application. Donc c'est donc pourquoi il y a 2 façons de le traiter et nous sommes en plein dans cette dimension-là. Donc notre pourquoi, c'est Michelin veut être reconnu à 2050 comme ayant contribué à aider l'humanité à conquérir de nouvelles frontières. Et les nouvelles frontières, on est en train de les peaufiner ensemble. Une autre chose, vous aviez dit à ce moment-là, ça m'avait pas surpris, mais du coup je l'avais enregistré, c'est pas commun. Vous disiez, nous notre rôle en fait de dirigeant ou de manager, enfin tous ceux qui gèrent des équipes, c'est finalement donner de l'énergie et exporter l'anxiété ou le stress à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez préciser ça ? Oui. Alors, en fait, dans les mythes du management, c'est le manager super-héros, le dirigeant visionnaire, alors qu'en fait, l'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, et la force du collectif est en général très supérieure à la somme des forces individuelles qui composent ce collectif. Et le dirigeant fait partie de ce collectif, il a une responsabilité particulière, mais ce n'est pas le surhomme. Et en fait, c'est même très fragile, une entreprise qui est uniquement dépendante de la clairvoyance d'une personne. Donc, tout l'enjeu, c'est de mettre en mouvement l'entreprise et de générer et de magnifier toute l'intelligence collective qui est en fait disponible et souvent enterrée parce qu'on ne laisse pas les personnes exercer leur talent. Et donc, le rôle du manager, et ce que nous avons défini, c'est de dire que le rôle du manager, ce n'est pas tant de pousser les gens à faire des choses, mais c'est de leur donner des moyens de réussir ce qu'ils ont envie de faire. Alors bien sûr, dans un cadre. Donc le rôle du management, c'est de définir quel est le périmètre de jeu, les règles du jeu, et de laisser ensuite, de créer toutes les conditions pour que les individus eux-mêmes, par leur développement, par leur talent, puissent s'exprimer. Et donc le comité exécutif, on a passé pas mal de temps, il y a 3 ans, à se dire finalement à quoi on sert. Et on passait beaucoup de temps à regarder les résultats, à faire beaucoup de travaux assez inutiles en fait. Parce que quand vous êtes à la direction de Michelin, dans le comité exécutif, votre influence sur les résultats
elle est à travers vos grandes décisions. C'est des choses long terme. Quand vous regardez les résultats à court terme, vous ne pouvez que constater les choses. Et puis après, vous pouvez vous exciter dans les couloirs en disant « oh là là, oh là là, oh là là ». Ça n'apporte rien. Et donc, en fait, le rôle principal du manager, c'est d'absorber l'anxiété et de restituer de l'énergie. Et c'est ça qu'on demande à l'équipe du COMEX, et puis d'incarner les valeurs, et de rassurer les gens, et de leur donner les moyens d'avoir tout le confort dont ils ont besoin, intérieur, la sécurité ontologique dont ils ont besoin, pour réussir à devenir ce qu'ils sont. Vous avez cette jolie expression du manager fermier qui développe effectivement les ressources pour après récolter. Voilà, il y a 2 récoltes. Il faut obtenir de la récolte donc c'est l'aspect profit des choses, mais en même temps, la deuxième récolte, c'est le développement des gens. Et on regarde dans l'évaluation de la performance toujours 2 dimensions. Est-ce que le manager obtient des résultats? Et puis, est-ce qu'il a développé les gens? S'il n'a pas développé les gens, ou s'il l'a fait d'une manière, il a obtenu les résultats d'une manière qui est incompatible avec nos valeurs, ça ne va pas. Et tout ça a conduit Michelin à beaucoup mettre en place la responsabilisation au niveau des équipes de fabrication au départ, et puis de manière plus généralisée, et même au sommet du groupe. Donc pour vous, c'est essentiel, la responsabilisation? La responsabilisation, finalement, c'est la réponse à la complexité du monde. La technologie nous a ramené en fait la complexité à proximité. Aujourd'hui, toute la complexité du monde, vous l'avez sur votre smartphone. Et du coup, toute la meilleure manière d'être à l'aise dans la complexité dans laquelle on est projeté, c'est de faire en sorte que chacun ait compris à quoi il servait et que on donne à chacun les moyens de pouvoir exercer ses talents, de les développer et de pouvoir adresser les sujets. Donc on a une usine, par exemple, à Roanne, qui a une phrase merveilleuse qui a été écrite par les agents de production dans une salle de réunion. Ils ont écrit sur le mur, ils ont écrit « les managers s'occupent de nous et nous, on s'occupe du reste ». Tout est dit. Exactement. Et en fait, donc l'usine tourne, par exemple, toutes nos usines dans le monde tournent sans manager la nuit. Parce que les équipes se prennent en charge toutes seules. Elles savent très bien ce qu'elles ont à faire. Et le management, il est là pour résoudre les problèmes que l'équipe elle-même ne peut pas résoudre. Donc on a par exemple des systèmes de transmission très simples avec ce qu'on appelle des WIN, des What is important now. Et les équipes consignent à tous les niveaux de production ou à tous les niveaux dans les pays, consignent les difficultés. Donc, l'équipe, elle écrit ses difficultés pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Et puis, elle a un code couleur. Quand c'est vert, elle dit « je vais pouvoir le traiter moi dans l'équipe ». Et quand c'est rouge, c'est « il faut que quelqu'un m'aide parce que je suis incapable de le traiter dans l'équipe. Je n'ai pas les moyens ou je ne sais pas comment faire. C'est un problème qui me dépasse ». Et donc, ce système-là monte jusqu'au comité exécutif. Donc, le comité exécutif, lui, va traiter des wins rouges qu'il va recevoir de l'organisation n'importe où dans le monde sur des sujets que les équipes sont en incapacité de traiter. Et dans la responsabilisation, souvent, c'est un peu facile de transmettre le problème à quelqu'un d'autre en disant bon ben, j'y arrive pas, pof, je le transmets. Donc, dans la responsabilisation, on a aussi le processus inverse dans lequel on dit non, mais en fait, en réalité, vous avez les moyens, vous avez les compétences, et donc, c'est à vous de traiter le problème. Et donc, dans cet équilibre-là, c'est toujours intéressant, d'ailleurs, dans le développement des individus, parce que l'exigence, souvent, on oublie que dans la responsabilisation, il y a toujours une dimension de responsabilité. Et donc, la responsabilisation, c'est d'abord avoir les moyens d'exercer ses talents, mais aussi d'être responsable du résultat obtenu. Et donc, dans l'équilibre de la responsabilisation, on insiste beaucoup pour dire qu'on veut que les personnes, que l'organisation soit autoporteuse. Donc, il faut que je puisse partir en vacances sans que, tout d'un coup, l'entreprise ne puisse plus fonctionner. Concrètement, c'est quelque chose qu'on envisage en se disant formidable. Mais en même temps, on se dit, d'ailleurs, des obstacles quand même. On ne va pas se raconter un monde idéal ici. C'est quand même un peu compliqué. Il y a le rôle de l'encadrement intermédiaire. Il y a la façon de travailler avec les autres équipes.
il y a finalement des gens qui doivent se bloquer un petit peu là-dessus. Comment on fait là? On donne l'exemple ou on fait mieux, plus? Bien sûr, donc nous avons redéfini à l'échelle du groupe notre modèle de leadership, en disant d'ailleurs que ce modèle de leadership n'est pas que pour quelques-uns, c'est pour chaque personne de chez Michelin. Notre modèle de leadership, il a 5 dimensions qu'on résume dans un acronyme qu'on appelle ICARE. Il y a une première dimension qui est inspiring, donc c'est la notion d'exemplarité. C'est la capacité d'une personne à montrer par son comportement, par sa manière d'être, par son influence, par sa clairvoyance sur certains sujets, à inspirer les autres. La deuxième dimension, c'est create trust. C'est le C de ICARE. Create trust. Sans la confiance, un tissu humain ne peut pas fonctionner. Et les grands travers des dysfonctionnements qui seront constatés à un moment ou un autre dans une entreprise, c'est parce que la confiance a été rompue. Et la confiance, c'est quelque chose de très, finalement, qui met beaucoup de temps à se construire, à se renforcer, et qui peut mettre très peu de temps à se déconstruire. Et donc, en fait, c'est un bien extrêmement précieux. Et donc, on demande à chacun de contribuer à la confiance. Et d'ailleurs, dans le physique, la relation physique, c'est dans les moments faibles qu'on construit la confiance, pas dans les moments forts. Dans les moments forts, on fait des choses, on construit, on fait des présentations, on fait des réunions, on prend des décisions. Ça sont des moments forts. C'est pas là où se fait la confiance. La confiance, elle se fait dans je comprends la personne, je participe à ses émotions, je suis avec cette personne au moment où elle est en difficulté. Je crée un lien humain, et c'est par ce lien humain que se crée la confiance. La troisième dimension, c'est l'awareness. Je ne peux commencer à travailler avec l'autre que si déjà je me comprends un peu moi-même. Et donc c'est, est-ce que j'ai l'humilité de me poser des questions déjà sur moi? Pourquoi je réagis comme ça? Dans la relation, il y a moi, il y a l'autre. Et avant que je puisse comprendre l'autre, il faut déjà que j'ai une première dimension de moi. Et puis après, il y a le troisième élément de la relation, c'est la relation elle-même. Donc, l'awareness, c'est cette compréhension-là. Et donc, on demande à chacun de travailler sur soi. Donc, j'ai été coaché longtemps. Je suis de temps en temps encore coaché sur un certain nombre de sujets. Je demande à mes équipes de me faire des feedbacks. Chaque année, nous avons des enquêtes d'engagement distribuées dans tout le personnel. 130 000 personnes sont interviewées avec 100 questions. Et on regarde comment les personnes se sentent. Et on regarde ces dimensions. Et puis, on regarde si les managers s'occupent bien d'aider les personnes. Les équipes de direction sont coachées, et donc le top 100 d'entreprise a été systématiquement coaché. Parce que l'awareness, c'est une dimension assez personnelle. La quatrième dimension, c'est les résultats. Une entreprise se définit par sa capacité à générer des résultats. Sinon, c'est une société humaine qui n'est pas une entreprise. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une association, ça peut être une église, enfin plein de choses. Une entreprise, c'est une association humaine qui délivre des résultats. On ne peut pas réduire l'entreprise aux résultats, mais sans les résultats, il n'y a pas d'entreprise non plus. Et ça, c'est la quatrième dimension. Et la cinquième dimension, c'est la responsabilisation. Tout ça ne fonctionne dans ce monde complexe que si chacun comprend qu'il est toute l'entreprise. Et là, on est au cœur d'IAM Michelin. IAM Michelin, c'est comme dans le corps humain. Dans chacune des cellules de votre corps humain, chacune des cellules de votre corps comprend tout l'ADN de tout votre corps. Simplement, chaque cellule ne reconstruit pas le corps en permanence. Par contre, chaque cellule a tous les moyens, a tout le code génétique du corps humain. C'est pareil dans une entreprise. Chaque personne a une responsabilité différente. Par contre, elle doit comprendre qu'elle fait partie d'un système, qu'elle participe à une construction qui la dépasse. Et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant. Et une fois qu'elle a compris ça, elle interagit avec d'autres pour construire Michelin. Chaque personne chez Michelin est indispensable. Quand je vais en usine, je vois un agent de production, il est indispensable. Et je lui dis, il est aussi indispensable que moi. Et l'entreprise, c'est lui, autant que moi. C'est dans notre relation, au quotidien, chacun comprenant la tâche qu'il a effectuée, chacun s'investissant dans ce qu'il imagine être bon pour Michelin. Et c'est comme ça que Michelin progresse. Et c'est comme ça que Michelin se développe. Alors peut-être une question qui va faire le lien avec deux choses dont vous venez de parler. La première, c'était sur le fait que Michelin avait une empreinte technologique, un héritage technologique.
La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le marché, la valeur cardinale du marché, c'est l'innovation. Et ma question, c'est comment on fait le lien entre cette organisation responsabilisante, hein, c'est mon jargon pour caractériser ce que vous venez de dire, mais bon, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Comment on fait ce lien entre cette organisation apprenante et le travail que vous faites là-dessus, avec la capacité de Michelin à pivoter sur des marchés et donc à innover pour créer son futur de demain? Oui, donc l'innovation, en tout cas chez Michelin, c'est une des valeurs, enfin, c'est pas une valeur, c'est une des caractéristiques cardinales de notre succès dans le temps. En fait, si vous voulez durer, il faut être dans votre temps. Et donc, c'est d'ailleurs toute la différence entre la mode, être à la mode et la modernité. Nous, on n'est pas à la mode. Ce qu'on veut, c'est être moderne, c'est être dans notre temps. Et d'ailleurs, de savoir aussi anticiper le temps de demain. Donc, on est en permanence en train de rechercher ce qui pourrait changer profondément notre business. En permanence. Donc, dès qu'on sort une innovation, et en fait, Michelin a tout innové dans le pneu, sauf le pneu lui-même. Mais on cherche en permanence, dès qu'on sort une innovation, on se dit tout de suite, ah mais comment on pourrait la casser? Comment on pourrait trouver un truc bien mieux, moins cher, plus efficace? Et donc on passe notre temps à faire ça. Et dans toute l'entreprise, on encourage chacun à se reposer la question en disant finalement, comment ce que vous faites, ben, vous pourriez le faire différemment, mieux, plus vite, moins cher, avec plus de performance au total. Donc cette innovation, elle est inscrite profondément. Donc je passe un temps, moi j'ai deux priorités. Un, c'est m'assurer que le système humain de Michelin fonctionne, que les gens sont OK. Je travaille sur l'OK-ness des gens. Et la deuxième chose, c'est l'innovation. C'est sur les deux éléments fondamentaux du succès de Michelin, aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain, finalement. Donc une aide puissante pour l'innovation. En même temps, le besoin de sortir du pneu. Vous nous disiez en réunion préparatoire que dans ses racines historiques, finalement, Michelin n'a pas toujours fait des pneus. On connaît tous, pour les plus anciens, les Michelin, par exemple, mais il y a eu aussi les avions, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses. Et donc demain, vous dites 30% à l'horizon 2030. Je me trompe peut-être sur le chiffre. Non, mais voilà, 30% à l'horizon 2030, c'est ambitieux. Quand on a les 700 000 pneus par jour à continuer de produire. Donc on fait comment, là? Donc en fait, on revient à nos racines, on revient finalement à notre savoir-faire de base. Finalement, le pneu a été un moyen pour nous de participer au monde, d'être dans la modernité. Donc ce qui intéressait les fondateurs de Michelin au départ, c'était le développement de l'automobile. Et pourquoi ils s'intéressaient au développement de l'automobile? Parce qu'ils ont parfaitement compris que l'automobile allait permettre à l'humanité de progresser. C'est-à-dire que ça allait permettre de transporter les biens, les personnes à différents endroits, beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus efficace. Donc ils ont regardé les savoir-faire qu'ils avaient de disponibles à l'époque dans ce que j'appelle le garage, dans le truc qui est derrière, là. Et ils ont regardé, ils avaient des balles en caoutchouc. Ils se sont dit, et puis ils ont regardé une innovation qui s'appelait le pneu, qui venait d'apparaître, et ils se sont dit, ah oui, mais ça va être intéressant. Donc ils ont marié leur savoir-faire avec ce qui se passait dans le monde, et ils ont développé des pneus. Ensuite, pendant beaucoup d'années, ils se sont intéressés aussi à l'aviation. Michelin était un des pionniers dans l'aviation. Michelin aurait pu construire Airbus. Il se trouve qu'un drame familial dans la famille Michelin a fait qu'ils ont arrêté d'investir dans l'aviation. Mais Michelin a fabriqué des avions, des Breguet, a assemblé des Breguet. La première piste en dur au monde, elle a été construite à Clermont-Ferrand par les frères Michelin. Donc, Michelin a fabriqué aussi des trains, des voitures. La 2 chevaux, elle est née à 20 km de Clermont-Ferrand. C'est des ingénieurs Michelin qui ont aidé Citroën à l'époque, parce que Michelin était possédé par Citroën. Non, c'est l'inverse. Citroën était possédé par Michelin. C'est Michelin qui a mis au point la 2 chevaux. Donc, on ne peut pas réduire Michelin aux pneus. Et ce que j'ai expliqué à tout le monde, je leur ai dit, mais maintenant qu'on a vraiment montré beaucoup de choses dans le pneu et que nos espaces de croissance sont moins forts qu'ils ont été dans le passé sur le pneu, ben regardons nos savoir-faire de base. Et notre savoir-faire de base, c'est en fait d'agencer des matériaux de manière très astucieuse pour leur permettre d'avoir des fonctions qu'on n'imagine pas. En fait, l'idée, c'est de rendre possible des choses qui paraissent impossibles. Donc, un pneu, c'est une très belle expression de ce savoir-faire. C'est un pneu, ça fait des tas de choses
qui paraissent incompatibles. Par exemple, c'est à la fois plat et à la fois rond. C'est à la fois élastique et à la fois ça résiste. C'est à la fois très endurant et à la fois ça s'use. Ça permet d'économiser du carburant et en même temps il faut que ça freine. Ça permet de tenir, etc. etc. Et tout ça, c'est un assemblage très astucieux de 200 matériaux qui cohabitent de manière, d'ailleurs chez Michelin, très longtemps dans un pneu. Mais en fait, il y a des tas d'autres applications possibles de ces savoir-faire. Donc dans les 200 matériaux, par exemple de la colle. Un des problèmes des colles que nous utilisons, et d'ailleurs de toutes les colles qui sont utilisées dans le monde aujourd'hui, c'est que ces colles, pour coller, utilisent des molécules qui sont mauvaises pour la santé. Le formol et le résorcinol. Nous avons inventé une nouvelle génération de colle qui colle, parce que c'est quand même assez important pour la colle, et en même temps, qui n'a plus d'impact sur la santé ni sur l'environnement, qui est sans formol et sans résorcinol. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et on en a besoin pour les pneus, mais maintenant, on commercialise ces colles pour l'industrie du bois, pour la papeterie. Il y a énormément d'applications possibles. Et donc, on va là-dessus parce que c'est naturel en disant c'est un savoir-faire que nous avons. Mais une autre dimension, vous ne pensiez pas que Michelin serait dans le domaine du médical. Et pourtant, Michelin développe des molécules nouvelle génération qui sont biodégradables et biocompatibles. Biocompatibles, c'est-à-dire que le corps humain ou la nature disent « Ah, ce sont des copains, on va venir les voir ». C'est biocompatible. Et biodégradable, c'est-à-dire que dans le corps ou la nature va les absorber et va finalement les réutiliser pour en faire autre chose. Donc ces molécules, nous savons aussi les mettre en forme. On peut les mettre à l'état gazeux, à l'état liquide, à l'état visqueux, à l'état solide. Et on peut contrôler la vitesse à laquelle ça se dégrade. Du coup, dans les traitements long terme médicaux, on va pouvoir charger ces molécules avec des médicaments qu'on va pouvoir mettre dans le corps humain sous certaines formes. Et donc on va contrôler la dégradation, la délivrance de ces médicaments exactement là où il faut, dans les quantités qu'il faut, sur la durée qu'il faut. Mais on peut, avec la même molécule, aller fertiliser les sols uniquement là où on en a besoin. On peut aller réparer les arbres, on peut aller faire énormément de choses. Donc ça, c'est du savoir-faire. Et on va l'utiliser aussi dans le pneu, parce que finalement, ce que je dis toujours au pneu, idéalement, à la fin de la vie du pneu, il faudrait qu'on puisse le manger, comme ça on serait sûr que c'est compatible avec l'environnement. Très brièvement, avant que tu prennes la parole, Émilie, juste comment on fait ça 8-9 000 chercheurs probablement dans les équipes de R&D Michelin en France, aux États-Unis, Japon, Inde. Et on reconvertit ces chercheurs, on crée des incubateurs, on fait des JV, on rachète. Comment on crée un développement de 30% à l'horizon de 8 ans? Donc oui, alors donc c'est tout ça. En fait, on fait tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'on a Michelin, on pense que c'est une grande entreprise. En fait, il y a plein de start-up à plein d'endroits différents. On a à peu près 150 start-up qui sont soit incubées directement dans Michelin, soit indirectement à l'extérieur. On a aussi des initiatives en interne. On utilise nos équipes sur les savoir-faire d'ingénierie, par exemple, systèmes, procédés, etc., pour aller aider des entreprises, d'autres entreprises à l'extérieur. On entretient nos propres systèmes d'innovation. On est aussi une entreprise très fortement digitale, par exemple. On a à peu près, on emploie 7000 développeurs, 7000 ingénieurs systèmes, etc. On a à peu près un centre d'intelligence artificielle qui est un des plus gros au monde en Inde. Donc on fait tout ça, en fait. Et on va dans toutes les directions et on laisse l'initiative. C'est-à-dire qu'on définit le cadre. Moi, je dis derrière, je veux que chacun raisonne comme il raisonne par rapport à son propre budget à lui. C'est-à-dire que derrière, il y a un certain nombre de choses que moi j'aimerais bien faire et que je n'ai pas forcément les moyens de faire. Donc je me dis, voilà, le budget dans lequel je fais les choses d'un point de vue personnel, l'entreprise, c'est pareil. Donc on dit aux gens, écoutez, voilà, on a mis tout en place un système, on a un responsable de l'innovation. Son sujet, ce n'est pas d'innover, c'est de s'assurer que tout le monde innove, dans tous les départements, de la comptabilité, en passant par les équipes de recherche fondamentales, la physique, la chimie, etc., mais aussi par le procédé, les usines, etc. Et donc on s'occupe de s'assurer que toutes ces personnes-là ont en tête
un cadrage budgétaire, c'est-à-dire on a dit voilà, vous avez tant de ressources et avec ça, débrouillez-vous. Et puis ensuite, on a tout un processus de suivi et d'accompagnement à différents stades de développement. Donc vous avez les stades de ce qu'on appelle les TRL, donc vous êtes très loin du marché, et puis après vous êtes de plus en plus proche des marchés, et on regarde à quel moment, et on dit ça on y croit, ça on n'y croit pas bien, et puis on laisse vivre le système qui lui-même est très dynamique et s'entretient lui-même en fait. Alors on entend dans votre témoignage effectivement beaucoup de conscience sociale et environnementale de Michelin, et c'est pas nouveau, c'est pas un sujet nouveau. En fait, vous avez cette jolie expression qui est le principe de prendre et rendre. La RSE chez Michelin, c'est un autre acronyme, c'est PPP, 3P, People, Planet and Profit. Oui, Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui, un peu Et finalement, le génie de Michelin, c'est le « et ». C'est la capacité à comprendre qu'il y a 3 dimensions qu'il faut gérer en même temps, tout le temps. La première dimension, c'est les personnes. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est d'abord pour aider l'humanité à progresser, sous toutes ses formes, dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, etc. Mais ensuite, il y a la dimension profit. C'est-à-dire que derrière, il faut générer de la valeur. C'est-à-dire que derrière, l'entreprise, elle prend des ressources, elle les met ensemble et elle crée plus de valeur à la sortie qu'à l'entrée. Et la troisième dimension, c'est que tout ça n'a aucun sens si on ne peut pas, d'abord, on n'a pas en tête l'économie de la ressource, et ensuite, on n'a pas compris qu'on s'inscrivait dans une cité, dans une société. Donc les mêmes personnes qui travaillent chez Michelin, le soir, quand elles rentrent chez elles, elles font partie d'un quartier, d'un immeuble, d'une communauté de voisins, mais aussi d'une région, d'un pays, d'un groupe de pays et du monde. Et donc, toutes ces dimensions-là, il faut les prendre en compte. Si l'activité de Michelin, la création de valeur de Michelin et même le développement des gens se fait au détriment de la société nous rejettera. Et donc, ce qu'il faut, c'est être capable de s'inscrire dans la société. Et puis, l'économie de la ressource. Si on épuise nos ressources, c'est tout le problème qu'on a à l'heure actuelle, si on ne fait pas attention à la manière dont on utilise les ressources qui sont à notre disposition pour en faire quelque chose d'utile, de mieux, sans épuiser les ressources elles-mêmes, derrière, on n'a rien compris. Donc derrière, la pérennité de Michelin, elle ne va pas se juger sur les 3 prochaines années, elle va se juger sur le prochain siècle ou le siècle d'après. Donc la dimension planète, elle est indispensable, elle est comprise partout. Donc chez Michelin, que vous soyez à court terme, moyen terme ou à long terme, vous avez toujours 3 dimensions et on demande, tous les indicateurs de performance sont sur ces 3 dimensions. À un caractère égal, people, profit, planet. Et on regarde comment on avance à court terme, moyen et long terme, dans toutes les dimensions, sur ces 3 composantes. Donc j'ai un plan à 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec ces 3 dimensions, en disant voilà où on veut être à 2050, 2040, 2030. Oui, la RSE est vraiment déjà très intégrée, vous le disiez, dans le dur, dans le système Michelin managérial et d'évaluation de la performance et de toutes les actions effectivement, qui sont entreprises par l'entreprise. Complètement. Donc toute la dimension environnementale, notamment l'économie de la ressource, l'impact, l'économie de l'eau, les émissions de CO2, tout ça fait partie des choses. Et on est loin d'être parfait. On sait très bien que notre impact aujourd'hui, il est net positif, mais on peut progresser sur les externalités négatives, dites négatives. Et alors sur toutes les dimensions, y compris les dimensions sociales, par exemple sur la mixité d'entreprise, la féminisation, nous sommes en retard. Alors on a des tas de difficultés, mais nous sommes en retard. Donc c'est une dimension sur laquelle on travaille. Sur l'internationalisation, mon COMEX, le comité exécutif de Michelin, il est trop français. Donc il est maintenant beaucoup plus féminin. Il est trop français. Après, derrière, on travaille aussi sur les différences d'âge. Il faut aussi avoir finalement une population dans l'entreprise qui soit à l'image du monde dans lequel on opère, des marchés sur lesquels on est. Et donc cette notion-là, elle est indispensable. Donc on travaille beaucoup à l'entretenir. Et puis après, bien sûr, on travaille à essayer d'aider le monde à résoudre tous les problèmes qu'il a. Mais il a aussi plein d'opportunités. Donc nous, on a une vision aussi extrêmement optimiste des choses. Vous mettez en œuvre beaucoup d'actions en fait, pour développer les talents chez Michelin. Vous avez justement travaillé beaucoup sur plus de valeur ajoutée et de fait requalifier et upskiller en fait, les collaborateurs pour atteindre plus de valeur ajoutée et pouvoir l'expliquer et le faire incorporer par ce corps social.
Oui, alors on a notamment, on est en train de développer ce qu'on appelle la manufacture des talents. L'idée, c'est de dire, dans le monde moderne, finalement, il y a une anxiété latente chez la plupart des salariés qui est de se dire à quel moment je vais devenir obsolète. À quel moment je ne serai plus capable d'assurer mon job, ou est-ce que je serai capable de faire face au job de demain qui va arriver et qui va finalement éliminer le job que j'ai aujourd'hui. Et il ne faut pas essayer de retenir les jobs tels qu'ils sont définis aujourd'hui. Moi, je dis d'ailleurs, dans 5 ans, probablement entre 40 et 50% des jobs qui existeront dans 5 ans ne sont pas définis aujourd'hui. Et ce n'est pas un problème. Ça devient un problème si on n'aide pas les gens à accompagner leur développement personnel, leur apprentissage, leur formation, et les aider à le faire. Et la première dimension, c'est de leur donner envie d'apprendre. Et souvent, ce que je constate, c'est que les gens ont peur de dire. Ils ont peur de dire qu'ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils ont à faire. Et où ils se sentent dépassés. Alors, le Covid, par exemple, a été un révélateur formidable. On patinait dans la digitalisation, l'appropriation des outils digitaux. Puis avec le Covid, les gens, il a fallu qu'ils s'adaptent immédiatement. Parce qu'en fait, tout le monde s'est retrouvé chez lui, partout dans le monde. Et donc l'adoption de tous les systèmes qui patinaient est devenue très rapide, parce que les gens n'avaient plus le choix. Donc en réfléchissant à cette question-là, on s'est dit, en fait, donc ce qu'il faut, c'est qu'on aide les gens à gérer leur peur. C'est à comprendre qu'on a tous, en tant qu'être humain, un certain nombre de peurs, et qu'il ne faut pas, justement, avoir peur de les exprimer. Ce n'est pas un problème d'avoir ces peurs. D'ailleurs, le courage démarre à partir du moment où on est capable de se confronter à ses propres peurs. Et donc, une des peurs que je retrouve dans l'entreprise, c'est de ne plus être utile ou de ne plus être jugé comme compétent. Et on a oublié que l'être humain, il est programmé pour apprendre, il est programmé pour progresser, il est programmé pour faire ça. Parce que ça, c'est dans nos gènes. Et donc, en réalité, souvent, parce qu'on a acquis quelque chose et puis qu'on a peur de dire qu'on pourrait ne pas y être, on se dit, je pourrais ne plus être à la hauteur. Ben derrière, ça inhibe beaucoup. Donc, nous, on envoie le signal à tout le monde en disant, non, mais nous, on va vous donner tous les moyens et on va s'occuper de vous pour vous aider d'abord à ne plus avoir peur d'apprendre. N'ayez pas peur d'apprendre. On va vous mettre tous les systèmes, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez apprendre ce que vous avez envie d'apprendre ou ce que vous avez besoin d'apprendre. Peut-être pour préciser, juste parce que tout à l'heure, vous parliez des plus jeunes qui arrivent massivement chez Michelin. Je crois que vous avez mentionné le chiffre de 53% de millennials. Est-ce que ça change quelque chose, en fait, finalement, parce qu'on a beaucoup losé sur cette population, sur cette génération, sur cette cohorte, mais est-ce que ça apporte quelque chose et qu'est-ce que ça change chez Michelin ? Oui, bien sûr. Donc les millénials, ils bouleversent souvent la façon dont on voit les choses. Moi, je commence à être un vieux, hein, donc... et donc, ça commence à quel âge non, mais d'ailleurs, c'est plus mental que physique. Hein. Donc, ce qu'ils nous apportent, c'est, par exemple, ils sont natifs technologiques. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec des outils technologiques. Donc, ils ont un rapport à la technologie, d'ailleurs, qui n'est pas construit. Moi, mon rapport à la technologie, il a été construit. Donc, je l'ai appris. Alors qu'eux, ils sont quasiment nés avec. Donc, du coup, ils ont une intimité avec ces outils qui est assez formidable. Alors après, ils ont... La première caractéristique, c'est celle-là. La deuxième caractéristique, c'est que je les trouve très anxieux. Et ils sont très anxieux sur l'état du monde. Et ça les préoccupe beaucoup, parce qu'ils se disent, mais ils voient très bien ce qui se passe, ils sentent très bien qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Et alors, ils sont souvent jeunes, hein, et donc ils ne savent pas très bien comment appréhender le problème. Par contre, ils sentent très bien qu'il faut faire quelque chose. Donc, ça, c'est une matière formidable aussi, parce que d'ailleurs, dans l'entreprise, on peut leur donner les moyens d'agir, de faire des choses, de développer des technologies, de faire bouger les choses. Parce que moi, je suis absolument convaincu que c'est dans l'entreprise qu'on va faire bouger les paramètres. C'est la technologie qui va nous sortir des ornières dans lesquelles on est.
Et donc, et les jeunes ont cette sensibilité-là. Donc, donc, le fait qu'ils soient très technologiques, en fait, et ce qu'on leur donne les moyens d'agir sur, finalement, ce qui les concerne le plus, ça permet de développer beaucoup de puissance dans l'organisation. Alors après, il faut avoir les deux. Il faut aussi avoir des anciens, parce qu'il y a aussi les anciens. Les anciens peuvent transmettre beaucoup de savoir, beaucoup d'expérience. Les jeunes, quand ils arrivent, ils ont beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, mais souvent, ils manquent d'expérience. Et ce qu'il faut, c'est ce va-et-vient permanent, cet échange permanent avec différents types de générations, puis en même temps différents types de cultures. Et c'est ça qui fait la richesse du système humain, en tout cas de Michelin. Pour enclencher sur cette question, alors finalement, qu'attendez-vous de votre Chief People Officer, puisque c'est ainsi que s'appelle l'ancien chef de personnel, directeur de personnel, qui n'est pas DRH. Donc voilà, il y a quelques représentants de l'équipe ici, mais je ne veux pas les mettre en difficulté. Mais enfin, quand même, ils sont dans la salle, je les connais, j'ai des noms. Donc voilà, vous attendez quoi de votre Chief People Officer et de vos équipes RH finalement ? C'est une expression que j'aime pas beaucoup, mais en fait, leur principale mission, c'est de s'assurer du développement du capital humain. Alors, j'aime pas tellement l'expression capital, parce que du coup, j'avais dit que les personnes ne sont pas des ressources, et si je parle de capital, ça peut être ambigu. L'idée, c'est quand même de dire que la principale richesse de l'entreprise, ce sont ces personnes. L'essence même de l'entreprise, la raison pour laquelle Michelin existe, c'est parce qu'il y a des gens qui sont Michelin à l'intérieur, quoi. Et c'est la principale différence. Les technologies se partagent, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est que le service du personnel, le Chief People Officer, il s'occupe de s'assurer que les managers font bien leur travail. C'est-à-dire qu'ils obtiennent les récoltes non seulement pour générer du profit, mais en même temps qu'ils ont développé les gens. Ça, c'est la première dimension. Donc, s'assurer de la qualité du management à tous les étages. La deuxième, c'est de s'assurer de la richesse du développement humain. C'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on a les bonnes personnes aux bons endroits ? Est-ce que les personnes ont les moyens d'exercer leur talent ? Est-ce que l'organisation, les systèmes qu'on met en œuvre sont suffisants, bons, adéquats, appropriés pour que les gens soient en condition de réussir. Et puis la dernière dimension, c'est qu'ils sont en charge de finalement s'assurer que les managers ont bien en tête le bien-être des gens. Sur ce sujet, vous développez beaucoup de la dimension éthique. En fait, vous teniez en fait à ce que le collaborateur n'ait pas que le manager face à lui et qu'il ait du coup de l'assistance du système. Et vous avez mis en place en fait des lignes éthiques. C'est quelque chose qui est important pour vous. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours qu'il y ait un recours. C'est-à-dire que le manager n'est pas la seule personne en charge quand je parle du capital humain de Michelin, les personnes, ce sont d'abord des Michelin. Avant d'appartenir à telle entité, telle personne, tel manager, etc. Ils appartiennent d'abord à Michelin. Et donc, les managers sont des fermiers, mais ils ne possèdent pas les personnes. Ils sont locataires. On les leur prête pour qu'ils obtiennent les récoltes et pour qu'ils les développent. Et puis ensuite, il faut qu'ils les rendent au groupe. Et ça, c'est très important. Et donc derrière, on s'assure que les personnes, dans la fonction managériale, ça va. C'est-à-dire qu'ils ont tous les supports. Donc, en fait, il y a deux choses assez fondamentales chez Michelin. Il y a la qualité et le service du personnel. Ce qu'on veut, c'est que tout notre système produise des produits et des services de qualité. Donc, on a une fonction qualité qui est bien comprise. C'est pareil sur les personnes. Pour les personnes, le service du personnel est en charge de s'assurer qu'on a la qualité humaine qu'on mérite. Si on veut des gens qui soient autonomes, qui soient porteurs, qui soient engagés, tout ce que vous décrivez depuis le début, il faut quand même bien les choisir. Parce que, bien sûr, moi j'aimerais croire que l'humanité est faite de gens géniaux, mais peut-être que certains sont plus géniaux que d'autres ou moins géniaux que d'autres. Donc, sur quoi insistez-vous ? Il y a les fondements chez Michelin, évaluer le potentiel des gens, gérer solidement les carrières, des durées de formation plutôt longues en général. Il y a des fondamentaux solides au départ. Mais aujourd'hui, vous gardez quoi de ces fondamentaux ? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour s'assurer que vous faites rentrer les bonnes personnes et que vous les accompagnez bien ?
En fait, on garde tout déjà, hein, parce que tous les éléments, toutes ces composants sont essentiels. Alors maintenant, quand on dit il y a des gens géniaux, ça dépend des dimensions. Vous avez des gens, par exemple, qui sont géniaux en mathématiques, mais qui humainement ne sont pas forcément finis. Vous avez des gens qui... et ça peut être un problème. On parlait de lignétique et choses comme ça. Oui. Donc derrière, nous, on s'occupe de toutes ces dimensions à la fois. On essaie de faire en sorte que les personnes, finalement, s'épanouissent, se développent, et que ça ne se fasse pas au détriment des autres. Parce que ce qui se passe souvent, et c'est pour ça qu'on a des problèmes de harassement et de choses, c'est que les personnes, pour arriver à se gérer eux-mêmes, vont mettre sur l'autre, sur les autres, des choses qui sont très négatives. Elles vont décharger sur les autres des choses qu'elles n'arrivent pas à gérer elles-mêmes. Mais moi, je crois fondamentalement qu'il y a plein de talents disponibles. Alors, il y a plus ou moins de capital au départ, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas besoin d'être le chef de la recherche de Michelin, mais tout le monde peut s'épanouir. L'agent de production, il doit s'épanouir dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de job idiot. Il y a des niveaux de responsabilité, des niveaux de complexité qui sont différents. Et en fonction de ça, on laisse les gens, et puis nous, on regarde comment on met les gens. Aussi, on essaie de faire en sorte qu'on ne mette pas les gens en difficulté en les promouvant trop vite, trop tôt ou au-delà de ce qu'ils seront capables de faire à un instant donné, sans présumer à la base de ce qu'ils seront capables de faire. Ça, dès l'entrée, on va surtout regarder la personnalité et si les personnes sont compatibles avec le système humain dans lequel on est. Et une fois qu'on a regardé ça, après, on se hasarde pas à regarder trop vite si les personnes sont plafonnées, pas plafonnées, en potentiel, etc. Alors, par contre, on a refondu complètement notre système de potentiel, parce que derrière, notre organisation, parce qu'on est quand même une large organisation, donc on avait une tendance finalement à avoir sclérosé un peu notre système d'avancement, de promotion et autres. Et j'ai voulu qu'on remette plus de dynamisme là-dedans, parce qu'il y a des gens qui sont capables, qui montent les escaliers 4 à 4 en sautant 4 marches à la fois. Ce n'est pas un problème. Il y a d'autres qui montent marche par marche. Bon, il ne faut pas considérer qu'il faut mettre tout le monde à faire monter l'escalier marche par marche. Il y a des gens qui peuvent monter 4 par 4 les marches. Très bien. Et ceux qui ont envie, qui savent le faire, il faut aussi qu'on leur donne les moyens de pouvoir monter l'escalier plus vite. Et donc, ce qu'on regarde, c'est ça. Et sans que ça diminue le fait... il faut de tout. Le monde, il est fait de tout. Donc, pas de préjugement au départ sur ce que va être capable de faire une personne. En plus, une personne, c'est dynamique. Moi, j'ai vu dans ma carrière des gens se transformer à travers ce qu'ils faisaient. Et des gens qui étaient vraiment en très, très grande difficulté, tout d'un coup, pouf, devenir très bien. Mais en même temps, il y a des gens après qui ne veulent plus. Et donc, il ne faut pas se méprendre non plus. En interne, on a souvent cette discussion. Autant on dit il n'y a pas de préjugés au départ, autant il y a aussi des gens, à un moment, on dit on n'arrive plus à gérer ces personnes dans le système qu'on met en œuvre. Et donc, derrière, et là, on a des séparations. C'est-à-dire que, et il ne faut pas avoir peur des séparations. Parce que, et ce n'est pas un jugement sur la personne, c'est un constat sur l'adéquation à un instant donné. Et on s'est donné d'ailleurs souvent le temps entre la personne et l'état de l'équipe ou l'état de Michelin à un instant donné. Et donc on se sépare en général en bons termes, mais on est capable de se séparer aussi. Parce que quelquefois, quand ces personnes sont plus compatibles avec l'entreprise, l'intelligence collective elle est diminuée, on peut avoir des problématiques après de toxicité, de management, etc. Donc il est important aussi pour entretenir le système que des éléments qui sont plus compatibles sortent. Tout à l'heure, vous parliez des 150 startups qui sont directement incubées, dont certaines sont directement incubées dans Michelin. Et je fais le lien avec ce que vous venez de dire, c'est est-ce que votre attention aux personnes se porte aussi sur, disons, ce qu'on appelle les parties prenantes aujourd'hui, particulièrement les startups, puisque vous avez créé un écosystème particulier sur la recherche autour pour qu'il y ait de la porosité entre l'extérieur et l'intérieur.
Est-ce que cette attention, en fait, que vous portez, on voit avec grande précision à votre patrimoine, peut-être, c'est peut-être ça que le mot de substitution par rapport au capital, par rapport à ce patrimoine que vous entretenez, est-ce que les parties prenantes de votre écosystème sont aussi concernées? Sur le principe, oui. Alors, par contre, les modalités de gestion, c'est très différent. Comme on a justement commencé à évoluer beaucoup plus en écosystème, c'était assez différent de notre manière de fonctionner dans les années précédentes. Et donc, on a été amené à adapter nos systèmes de gestion, nos systèmes d'accompagnement, mais pas sur les principes. Nos principes restent les mêmes, nos valeurs restent les mêmes, elles s'imposent à tout le monde. Et quand les personnes sont d'accord pour être avec l'entreprise, quand les personnes ne sont pas en accord avec nos valeurs, on leur dit mais c'est pas un problème, mais vous n'avez rien à faire chez Michelin. Mais ce n'est pas un jugement. On ne dit pas que nos valeurs sont les meilleures. On dit ce sont les nôtres. La première chose à faire quand les personnes rentrent chez Michelin, c'est qu'il faut adhérer à ces valeurs. Sinon, ça ne marche pas. Et après, derrière, dans les systèmes de gestion, on a des systèmes de gestion très différents pour des personnes qui sont en start-up par rapport à des personnes qui sont sur des flux de business qui sont plus traditionnels, plus connus, plus mûrs, plus élaborés. Donc on a ça. Donc on ne se compromet pas sur les principes. Par contre, sur les modalités d'application, là, il y a plein de variantes possibles. Et on est beaucoup plus souple. Alors maintenant, on est loin d'être parfait. Hein. On a encore plein de trucs qui ne marchent pas. Hein. Mais on progresse. Donc on essaye de mettre en place ce système-là. Finalement, c'est un peu schizophrénique finalement, parce qu'on a des activités d'exploration au même moment qu'on a des activités d'exploitation. Et donc à certains moments, on est obligé d'appuyer sur le frein, à d'autres moments, on appuie sur l'accélérateur. À certains moments, on dit non mais votre sujet, vous dépensez sans compter, on veut que vous alliez plus vite possible et au même à quelques mètres de là, vous avez une autre équipe à qui on dit oh là, il faut faire attention, il faut optimiser, il faut ralentir, et on a à gérer les tensions internes que ça crée. Voilà. Donc, mais pour l'instant, ça va. Dans vos propos, on entend combien vous montrez l'exemple par vos convictions, par votre manière d'être. Dans la réunion préparatoire, vous nous avez expliqué comment vous gérez le comité exécutif du groupe, comment il est organisé dans ces réunions, spatialement, dans ces bureaux. Vous pourriez nous en dire un mot? Oui, donc, alors, moi j'ai eu la chance de participer au comité exécutif précédemment. Et en fait, je m'étais rendu compte que d'abord, j'avais une responsabilité assez verticale, j'avais un domaine, un champ mondial, mais j'avais une partie du groupe à gérer. Et en fait, donc, moi, j'étais le premier avocat de cette partie du groupe. Et donc, mon sujet, c'était de faire avancer mes sujets, de faire avancer cette partie du groupe. Le groupe lui-même, ça m'intéressait, mais ce n'était pas ma préoccupation principale. Et puis, quand j'étais en face de mes collègues, j'étais en face d'autres lobbies qui en étaient en compétition pour essayer de trouver qui allait récupérer l'investissement, qui allait pouvoir faire avancer tel sujet ou tel autre sujet. Et puis, je me suis rendu compte, donc quand j'ai pris la présidence de Michelin, j'ai dit non, mais en fait, moi, je ne veux plus de ça. Je veux que tous les membres du comité exécutif soient uniquement centrés sur l'intérêt du groupe. Et donc, il n'y a plus une seule responsabilité verticale. Toutes les responsabilités sont croisées et partagées. C'est-à-dire que vous avez une personne est toujours sur le territoire de l'autre. De manière à ce que, du coup, le seul point de convergence soit l'intérêt du groupe. Alors, et la même chose au niveau spatial, plus de bureaux, plus d'assistants ou d'assistants devant les bureaux, plus de bureaux. Tout le monde est dans le même espace partagé, membres du COMEX, moi-même, tout le monde, plus les assistants-assistantes sur une même plateforme. Même au départ, il n'y avait pas de bureau attribué. C'est-à-dire qu'on arrivait, on se mettait là où il y avait de la place. Pourquoi? Parce qu'il est absolument essentiel, surtout sur les responsabilités partagées, où chacun a un bout du territoire de l'autre, en fait, dans sa responsabilité. Il est extrêmement important qu'on se parle. Comme les gens du COMEX sont toujours des gens qui ont énormément de responsabilités, qui sont hyper chargés en emploi du temps, qui voyagent dans le monde entier, en fait, si vous êtes dans des bureaux, moi j'avais fait le constat avant que je pouvais passer des semaines sans voir personne.
Et en n'ayant pas de mauvaise volonté, mais simplement, mécaniquement, on ne se voyait pas. Depuis qu'on est en plateforme avec ce système-là, ben finalement, on se voit et on se parle. Tout le temps, plein de fois. Et on fait comme à la maison, c'est-à-dire qu'on a aussi un espace de convivialité. Il y a des espaces où on est en silence, des espaces où on est là pour se parler. Et donc, c'est des espaces où on doit se parler, où il est autorisé de se parler. Et puis, on a des espaces où on peut travailler en solitaire si on a besoin de le faire. Et des espaces de convivialité où on a simplement plaisir à se retrouver pour partager un café, un truc comme ça. Voilà, donc on a réagencé tout cet espace. Et le tour de table avant Comex, alors? C'est-à-dire le tour de table? Vous faites un tour de table pour demander à chacun. Ah oui, oui. Alors, en fait, donc ça, c'est dans les réunions du comité exécutif. Oui. En fait, on est tous d'abord des humains. Et donc, quand les gens arrivent dans le comité exécutif, en général, on embrayait directement avec les sujets de l'ordre du jour, etc. Et en fait, sans d'abord prendre conscience de l'état mental de chacun. Donc maintenant, on passe 1 heure à l'entrée de chaque COMEX, simplement pour se demander comment ça va. Et on ne demande pas comment va le business, on dit comment ça va toi. Et c'est très important parce qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un, une jeune femme qui vient d'être mère de famille, dont l'enfant est malade, elle se pose la question en arrivant en réunion. Et en fait, si on n'évacue pas ça au départ, en fait, toute la réunion, la personne, elle a ça en tête. Donc, et si elle n'en parle pas, elle va essayer du mieux possible de gérer les sujets de l'agenda et en même temps de gérer ses préoccupations propres. Après, donc moi, ça m'arrive aussi d'arriver en disant, moi, je suis énervé là ce matin, je suis énervé parce que j'ai ce machin-là qui marche pas, j'ai ce truc-là qui devrait avancer que j'arrive pas à faire avancer, et ça m'agace, quoi. Et donc, le fait de pouvoir le dire, après, ça améliore la manière dont la réunion se passe. Et en fin de réunion, parce que la réunion elle-même peut provoquer d'autres états émotionnels. Donc en fin de réunion, on fait le même tour de table, 1 heure. On dit, mais comment tu as vécu la réunion? Et on découvre souvent qu'il y a des gens qui ont été hyper frustrés à un moment en disant, mais toi, tu es intervenu, machin, et vraiment, moi, ça m'a... et après, j'y arrivais plus, etc. Et le fait de pouvoir se le dire a amélioré considérablement le niveau de confiance entre nous, en fait. Et donc, on a cette routine. Donc, c'est un investissement en temps qui paraît important. Depuis qu'on fait ça, le fonctionnement du CEG est réellement transformé. Merci beaucoup. Moi, je voulais revenir effectivement sur le système de développement des personnes. Et vous aviez expliqué donc la manufacture des talents, en fait, qui est finalement pas uniquement un centre de formation en France, mais à l'international, hein, puisque vous êtes un groupe international et c'est un dispositif qui est localisé ou qui le sera. Vous avez aussi créé Pôle 32, en fait, qui est un organisme de formation et de rediplomation de Bac-3 à Bac+3. Dans ce concept-là aussi, il y a cette notion d'inclure et d'avoir un impact positif sur le territoire et d'inclure les partenaires, hein, les PME, le tissu local. Hein, ça rejoint le sujet de tout à l'heure. Du coup, tout le monde est embarqué dans cette création de valeurs humaines et de compétences. Oui, alors voilà. En fait, donc, une sous-section de la manufacture des talents, c'est Hall 32 sur les métiers techniques. Donc on forme des électriciens, électromécaniciens, ingénieurs système. Donc c'est entre Bac-3 et Bac+3. Sur les métiers techniques, principalement en usine. Et quand on a regardé ça, on s'est dit, c'est pas uniquement pour Michelin en fait. Il y a des tas de PME, PMI, ETI avec lesquels on travaille et qui ont des tas de problèmes équivalents et qui souvent ne trouvent pas sur les marchés des personnes formées à leurs besoins. Et donc, on les a associés, on les a invités à venir participer à Hall 32. Donc, Hall 32, c'est beaucoup pour Michelin, mais c'est complètement ouvert sur tout le tissu économique régional, où les gens peuvent décider de participer ou non à Hall 32. Alors, la spécificité de cette formation, c'est qu'aussi, la dernière année de formation, les entreprises qui participent à la définition de l'évolution de Hall 32, les entreprises qui y participent définissent leurs besoins de recrutement. Et donc la dernière année du cursus de formation est dédiée spécifiquement aux
métiers dont les entreprises ont besoin. Ce qui fait qu'en fait, les étudiants, naturellement, à la sortie, ils sont directement opérationnels pour des postes qui sont à pourvoir. Et donc ça, c'est très puissant et donc ça marche très bien. En fait, donc les étudiants, quand ils rentrent, ils savent à la sortie qu'ils sont complètement ils auront un emploi dans une entreprise de la région. Merci beaucoup, Florent Ménégo. Avant de passer aux questions, une salve d'applaudissements, je vous propose. Un immense merci pour la clarté, la simplicité de vos propos. Vas-y. Est-ce que tu peux venir avec moi? Mais fallait dire après. À vous, à vous. Je crois qu'on a des micros qui vont circuler dans la salle. Qui a une question? Je viens vers Présentez-vous, dites de quelle entreprise vous êtes avant de poser votre question. Antoine Perruchot, Kikopt, merci beaucoup pour votre intervention, passionnant. Vous avez commencé votre introduction en disant que votre turnover avait triplé ces 8 derniers mois. Et pourtant, on sent que l'entreprise est tournée vers l'humain, que c'est très important pour vous. Et vous expliquez aussi que le rapport au travail avait changé. Comment vous expliquez qu'une entreprise aussi tournée vers l'humain ait un turnover comme celui-là et quel est votre regard sur le changement du rapport au travail? Alors, le changement du rapport au travail, il est dans certains pays du monde. Ça concerne principalement les États-Unis en ce moment et l'Europe de l'Ouest. Et dans l'Europe de l'Ouest, d'ailleurs, je fais une distinction. C'est plutôt dans l'Europe de l'Ouest, dans les pays du Nord, et un peu moins dans les pays du Sud. Alors, on a, par exemple, pour les agents de production en usine, nos usines ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire qu'elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a un process de production qui nécessite que l'usine ne s'arrête pas. Derrière, la meilleure façon humaine de gérer cette constante-là, c'est de faire des équipes qui tournent. Donc des horaires qui tournent, alors avec beaucoup de temps de récupération, etc., mais avec des équipes non fixes. Bon, derrière, dans la vie moderne, il y a justement des jeunes qui finalement n'aiment pas tellement ça. Donc ils ont une autre proposition. Dans ces pays, l'Amérique du Nord ou certains pays d'Europe du Nord, ils ont d'autres propositions où ils ne sont plus obligés d'être en équipe tournante. Donc, même s'ils sont très bien chez Michelin, ils sont traités très humainement. Derrière, ils préfèrent une alternative mécanique autre. Après, vous avez le rapport au télétravail. Nous, on a dit on ne veut pas 100% de télétravail, sauf exception. On a des gens qui nous quittent parce qu'ils disent ils sont embauchés donc, en Amérique du Nord. Notre siège est à Greenville, en Caroline du Sud. Certaines personnes restent à Greenville, en Caroline du Sud, et travaillent pour Disney en Floride ou pour Disney en Californie, en télétravail 100% de Greenville. Donc, on est confronté à ça. Alors, on pense que ça ne va pas durer, mais on ne sait pas aujourd'hui si ce qui est conjoncturel de ce qui est structurel. Donc, je ne sais pas dire dans le rapport au travail qu'on constate actuellement ce qui est réellement structurel ou ce qui est plutôt lié au moment, à l'instant dans lequel on est. Bon, mais par contre, on regarde ça pour essayer de comprendre ce que nous, on peut améliorer pour faire en sorte que ça ne se produise pas. Mais en termes, donc, mais en Amérique du Nord, par exemple, Michelin est reconnu comme un des meilleurs employeurs aux États-Unis. Donc, on n'a pas de problème d'attractivité pour faire rentrer des gens. Par contre, il y a des gens qui, à un moment, trouvent des alternatives un peu différentes. Bon, mais je n'ai pas toutes les réponses, là. Donc, c'est un sujet de préoccupation. D'autres questions? Bonjour, Stéphanie Guernalec, je suis DRH pour Action France, donc retail non alimentaire, une entreprise qui est en France depuis 10 ans et qui s'est développée de manière assez exceptionnelle. Vous avez parlé tout à l'heure de parcours de développement et vous parlez des étudiants de Bac-3, Bac+3. Vous parliez aussi de 40 à 50% des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Je me posais la question, dans votre entreprise, comment vous faites pour faire évoluer les emplois pour que les personnes qui occupent un emploi aujourd'hui, qui ne sera peut-être plus valable demain, comment vous faites pour les amener vers ça? Alors, je sais qu'il y a la GEPP qui est en train de se développer et aussi du fait de la taille de l'entreprise, comment vous arrivez à proposer un parcours qui puisse correspondre à tous et à chacun, puisque vous parliez des gens qui sont capables de franchir une marche ou 4 marches à la fois. Donc, je serais intéressée par ça. Merci. Alors,
En fait, le service du personnel joue un rôle considérable. Hein. On revient sur le service du personnel. Le service du personnel doit regarder ça. Parce qu'eux, ils sont centrés uniquement sur ces problématiques de flux. Vérifier que les personnes vont pouvoir se développer, sont aptes à se développer et ont envie de se développer. Après, on a aussi mécanisé les choses avec un système d'information dans lequel chaque personne, finalement, fait sa propre promotion. On utilise un logiciel qui s'appelle Workday et où chacun exprime qui il est, ses envies. Et on a, en corollaire de ça, ce qu'on appelle le job posting, c'est-à-dire que tous les jobs qui sont ouverts dans l'entreprise sont visibles et disponibles pour tous. Et tout le monde peut postuler pour ces postes-là. Et en même temps, dans les volets mécanistes, il y a quel type de formation, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et on incite les managers à écouter ça et à en parler avec chacune des personnes qu'ils managent, de manière à s'assurer que les personnes ont les moyens de se développer. Donc c'est par ces mécanismes-là qu'on le fait. Et puis on a dans la manufacture des talents, on a un énorme catalogue de formations disponibles sur à peu près toutes les dimensions. Et on peut le faire en digital, figital, physique. Et puis il y a des personnes qu'on va sortir pour qu'ils soient formés pendant longtemps. Vous avez une personne qui travaille là avec nous, Hervé, qui s'occupe pour le senior management de ces questions-là. Donc j'avais Hervé, on était ensemble hier. On parlait de parcours de développement de certaines personnes qui iront au COMEX. Bon, ben derrière ces personnes-là, on est en train d'imaginer finalement comment, avec elles, maintenant on est au stade on a dit ok, on va les emmener au COMEX. Donc maintenant, on va définir avec elles de quoi elles ont besoin. Et après, on va le mettre en œuvre. Alors il y a une partie physique, compréhension du terrain, de la réalité, de ce qu'ils auront à gérer ensuite, et en même temps une partie plus théorique et éventuellement du coaching, etc. Tout ce qu'il faut humainement pour gérer son job. D'un point de vue un petit peu plus technique métier, vous avez aussi les directions de compétences métiers, dans les métiers, qui anticipent sur les compétences à venir, les jobs à venir et qui préparent aussi l'avenir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a toute une structure dont l'objet est de s'assurer qu'on a les meilleures compétences pour les besoins de l'entreprise à tout moment. Et donc, en corollaire de ça, que les personnes comprennent, quand elles postulent à un job, le type de compétences dont elles vont avoir besoin si elles veulent aller vers ce type de job. Et alors, on a aussi des forums en interne. On fait aussi des forums sur certains métiers. Donc des métiers qui sont plus techniques, sur les métiers de l'informatique par exemple, sur les métiers de l'ingénierie et autres. On fait des forums où les gens peuvent venir naturellement comprendre ces métiers, s'ils sont attirés par ces métiers ou pas. Donc on fait ça. Et au sein de la manufacture aussi des talents, vous allez avoir un pool de personnes dédiées aussi au bilan de compétences, à l'accompagnement, au design des parcours de carrière et design pédagogique. Hein. Oui, on a une cellule dite de connexion. Donc de gens dont le rôle est d'être connecteurs, c'est-à-dire d'aider les gens à essayer de comprendre à un moment dans leur développement, ils se trouvent en impasse ou ils sont effectivement dans une impasse, d'essayer de les accompagner pour essayer de dire ok, comment il faudrait redéployer les compétences ou pour être moins dans une impasse ou après une personne qui elle a envie elle-même de se projeter dans une nouvelle responsabilité. À ce moment-là, on leur donne elles passent dans cette cellule connexion pour définir finalement le projet personnel de développement qu'elles auront dans l'entreprise. Moi, je vous invite, madame, à vous rapprocher d'Emmanuel Lacroix qui se trouve à cette table et qui lui-même est gestionnaire des compétences des domaines RH et qui donc peut vous en parler beaucoup, qui a une longue expérience, ou d'Hervé Le Gavrian, qui se trouve à l'autre table, et qui, lui, vient d'être cité par Florent Ménégo pour la gestion des carrières des 4 dirigeants. Hein. Donc, vous pouvez avoir des discussions, c'est bien le propre du Congrès. Madame, vous avez une autre question. Monsieur, pardon. Bonjour, Jean Arcelin, Stellantis. Merci de cette présentation très inspirante et que je perçois en plus comme étant très sincère. Vous avez, j'ai bien entendu votre attachement remarquable aux personnes et à leur développement. Vous avez cité comme outil le coaching. Vous avez vous-même été coaché. Si j'ai bien entendu, le top 100 a été entièrement coaché. J'en avais besoin. Hein. Bon.
Et ce coaching, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ces outils de développement? C'est un coaching en interne, en externe? Est-ce que vous faites appel au mentorat également? Est-ce que vous faites appel au co-développement? Tout ça. Tout ça. Tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, la démarche de coaching systématique de Top 100 a démarré il y a 3 ou 4 ans. Et là, on a créé un pool de coachs. On a d'abord redéfini notre modèle de leadership, iCare, celui dont je vous ai parlé. Ensuite, on a développé un pool de coachs externes qu'on a spécifiquement formés à iCare. Et on leur a dit, voilà, maintenant, vous allez avoir la responsabilité de coacher le top 100 de l'entreprise sur cette dimension-là pour vous assurer de l'appropriation et après, en fonction des besoins des personnes. Donc, on a mis cet outil à disposition et j'ai suivi personnellement avec Jean-Claude Patz, qui est le Chief People Officer, le développement de ce coaching. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui n'était pas négociable, c'est d'être coaché. Par contre, les endroits de coaching, les besoins de chacune des personnes sont liés aux personnes. Donc là, on ne s'en est pas mêlé. Ce qu'on a juste vérifié, c'était de se dire, est-ce que finalement, ça progresse, l'appropriation du chemin iCare progresse ou pas. Et donc on a fait ça, mais on a tous les outils dont vous parlez. Le mentorat, on le fait de plus en plus. On ne le fait pas assez, à mon avis, mais on le fait de plus en plus. On a tout un système d'apprentissage. En fait, ça dépend des métiers. Donc le mentorat, c'est plus pour disons des fonctions à complexité plus élevée. Mais l'apprentissage est très développé chez nous. Très, très développé. Et puis, on fait du tutorat, du mentorat, du parrainage, de tout ce type de choses. On essaye beaucoup de choses. Si vous avez des idées, partagez-les. On est très preneurs. Ce sont des milliers de tuteurs. Oui, l'apprentissage, on a en permanence, on a plusieurs milliers de personnes en apprentissage dans le groupe. Et puis, les tutorats, etc., on a beaucoup. Oui, bonjour, Claude Mathieu, je suis le DRH de Forvia Clean Mobility. On a la chance d'avoir une JV en commun, Symbio, et je peux qu'attester la profondeur du modèle Michelin, parce qu'on l'expérimente tous les jours. Donc, c'est vraiment un témoignage absolument profond et clair que vous avez partagé aujourd'hui. Ma question, c'est plus sur ce modèle qui est très structurant. Comment vous le faites vivre à travers le monde? Un de nos enjeux aussi chez Forvia, c'est de dire on a une grande disparité culturelle. Et c'est comment faire respirer ce modèle qui est à la fois structurant, mais qui doit aussi embarquer des modèles culturels très différents. Oui. Alors, on s'est attaché à ce que chaque pays, donc dans les 174 pays dans lesquels Michelin opère, s'approprie le modèle iCare localement. Et ensuite, que chacun le fasse vivre localement. Donc ça, c'est très important dans le déploiement. On a souvent une approche mécaniste du déploiement, en disant, je donne une impulsion et je vérifie qu'à tous les stades, il a développé. Donc en fait, nous, la chose qu'on mesure, c'est est-ce qu'effectivement, il se déploie ou pas. Mais on n'impose pas le déploiement. On s'inquiète lorsque on constate qu'il est peu déployé dans une géographie ou dans une autre. Donc, on le fait par incitation positive et pas par injonction. On explique pourquoi c'est utile, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est vraiment fondamental pour les personnes et pour le succès des business. Et on a souvent des réponses très surprenantes. Et on a eu une vitesse d'appropriation d'iCare en Thaïlande, au Vietnam, en Chine, qui est absolument fulgurante. Et du coup, ça nous a été, parce que quand on a dit aux Français, où c'était un peu plus lent, ou aux États-Unis, on leur a dit, mais bon, nous, on vous dit simplement, attention, quoi. Parce que derrière, nous, on vous dit, voilà ce qui se passe en Chine, voilà ce qui se passe en Thaïlande, voilà ce qui se passe en Roumanie. Et vous n'avancez pas. Alors, vous êtes sûr que vous ne voulez pas avancer, parce que moi, je vous dis, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils obtiennent, voilà ce qui se développe. Je leur dis, après, on va regarder et on va dire qu'est-ce qui marche pas. Hein. Et en général, ça va mieux après. Merci beaucoup. Madame, il y a une question ici. Oui, bonjour, Christelle Keller de La Poste et auteur d'un livre qui s'appelle Écologie humaine et entreprise performante.
Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé, j'ai senti un grand désir dans ce que vous avez exprimé, de s'appuyer sur ce que les gens ont envie de faire, le développement qu'ils veulent avoir. Et également, vous avez beaucoup parlé des moyens que vous donnez, des processus. Moi, j'ai envie de venir un peu en amont de tout ça. Comment, du point de vue de l'entreprise, vous détectez ces talents, vous détectez ceux qui vont... Vous avez parlé d'adhérer à des valeurs. Voilà, comment l'entreprise démarre un peu le processus de développement et de faire monter des talents, et quid de ceux qui n'ont pas forcément ces talents-là? Alors, donc, chaque année, on fait des campagnes d'évaluation des personnes. Alors, je vous parlais des questions mécaniques. Dans Workday, toutes les personnes sont inscrites dans Workday et on regarde, est-ce qu'elles ont eu des feedbacks? Est-ce que leur manager s'est occupé d'elles ou pas? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les ans, on a un processus d'évaluation des potentiels. Donc, on demande, le service du personnel demande à tous les managers de regarder leur pool de talents et d'avoir un échange sur leur pool de talents. Et puis, le développement des personnes. Et on regarde, chaque année, c'est un dialogue qui s'opère entre le manager, le service du personnel, sur qu'est-ce qui se passe. Et puis, le comité exécutif, on va passer plusieurs jours en fin d'année, au mois de décembre, à ne regarder que les questions de personnes. Et on va regarder, est-ce qu'on a un pool de talents suffisant? Est-ce qu'on a des métiers qui sont en souffrance par rapport à d'autres métiers? Ou est-ce qu'on a des besoins aujourd'hui, demain, qui seraient bien couverts ou mal couverts? Et on y passe plusieurs jours en comité exécutif et on ne fait que ça. Et après, derrière, après, dans les régions, parce qu'on a une matrice à 3 ou 4 dimensions dans notre organisation, donc on regarde que chacune des dimensions, est-ce que les personnes se sont bien occupées de la gestion de leurs talents? En disant, ça c'est votre responsabilité de manager principal. Est-ce que vous avez les talents qu'il vous faut? Et puis après, le service du personnel, lui, il est là pour s'approprier la stratégie du groupe et comprendre est-ce que le pool de talents se développe à la bonne vitesse, dans les bonnes directions par rapport à la stratégie du groupe. Alors, ça c'est ce qu'on met en place. Est-ce que ça marche complètement? Aujourd'hui, je dirais, sur une échelle de 0 à 100, on est peut-être à 70. Donc il y a encore plein de trucs qu'il faut perfectionner. Mais ce que vous dites, c'est de mettre vraiment au centre cette gestion du potentiel, cette évaluation du potentiel des gens. Il y a une vision compétence, etc., qui est très forte aussi dans notre milieu RH. Attention, quoi. Vous mettez au centre le potentiel. Et on dit tout le monde a du potentiel. Après, il y a plus ou moins d'envie, il y a plus ou moins de... Et dans le potentiel, il y a l'envie. On dit, mais est-ce que la personne a envie? Si elle n'a pas envie, on ne va pas la forcer. On peut se dire, est-ce qu'on met les conditions pour que la personne ait envie? Ça, oui. On dit, est-ce que le manager donne envie? Ça, oui. Question aussi, madame. Oui, bonjour, Fatouma Tali. Je suis la cofondatrice de Ninti, une femtech, donc une start-up dans la santé des femmes. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le paradoxe entre votre très belle culture d'entreprise et le fait que vous avez encore beaucoup de travail sur la féminisation des métiers. Oui. Donc, comment est-ce que vous l'expliquez, d'une part? Et deuxièmement, quel est le plan d'action que vous comptez mettre en place pour attirer plus de femmes dans votre entreprise? Merci. Alors, deux choses. La première, c'est qu'on ne s'en est pas suffisamment occupé par le passé. La première chose. C'est-à-dire qu'en fait, on avait cette discussion ce matin avec certains. Les femmes expriment leurs ambitions très différemment des hommes. Un homme peut être parfaitement incompétent et avoir très envie de faire des tas de trucs. Et une femme peut être parfaitement compétente et ne jamais exprimer qu'elle a envie de faire les choses. Parce qu'elle ne se considère pas forcément compétente. Donc derrière, cette compréhension-là, on n'était pas suffisamment sensible en interne. On s'était dit, naturellement, compte tenu de nos valeurs, notre système humain, les choses naturellement devraient se faire. Et donc on s'était dit, on va laisser la nature faire son travail. En fait, en réalité, non. Donc maintenant, on a pris une approche où on a dit, non, en fait, il faut qu'on s'en occupe différemment. Alors aussi, il y a aussi jusqu'au sommet d'entreprise. Moi, quand je suis entré en entreprise, il n'y avait que des hommes au COMEX. Aujourd'hui, vous avez 4 femmes sur 11 personnes au COMEX.
Donc, ça aide aussi à comprendre les choses. Ça aide aussi en termes d'exemplarité, en termes de projection. Ça permet aux gens de comprendre. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis, on travaille sur les problématiques de plafond de verre, d'expression des ambitions, de reconnaissance. Dans un système qui est de fait masculin, comment on fait pour forcer la promotion de femmes? J'ai accepté de dire à tous nos managers, je leur dis, nous allons être injustes. Il y a des gens qui ont progressé, qui sont hommes, qui sont, qui sont, je l'appelle les Bretons, des hommes, les Bretons de 50 ans. Donc, vous avez des hommes de 50 ans qui n'ont pas démérité, qui sont plutôt bretons, donc qui ne sont pas sud-africains, indiens ou je ne sais pas quoi. Et on dit, et ceux-là, ils auraient dû avoir une promotion dans le système ancien, ils ne l'auront pas. Parce qu'on va forcer le système pour essayer de le rééquilibrer. Et donc, ça sera injuste. Et donc, j'assume ce paradoxe en étant à la fois, j'espère, le plus humain possible, et en disant, je vais promouvoir un système qui est profondément injuste sur certaines personnes qui n'ont pas démérité, pour faire ça. Alors après, vous avez derrière un autre problème qui est dans certains pays, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, mais dans beaucoup de pays, notamment en France, dans lesquels des filières scientifiques sont trop pauvres en femmes. Et ça, c'est un problème que je prends un porte-voix au gouvernement en disant c'est pas à nous de nous occuper de ça. Le problème, c'est qu'on a dégoûté des mathématiques des jeunes femmes dès le départ en disant qu'il y avait une prédisposition aux mathématiques ou pas, ce qui est complètement faux. Scientifiquement faux, respect des faits, scientifiquement faux. N'importe quel bébé, vous le mettez dans n'importe quelle condition, il va apprendre n'importe quelle langue. La langue, c'est le début des mathématiques. Mais par contre, on a fait des systèmes dans certains pays dans lesquels on a dégoûté les femmes de certaines filières scientifiques. Bon, ça, derrière, nous, on a quand même beaucoup de métiers scientifiques dans lesquels on a besoin d'avoir des scientifiques dans ces jobs. Donc, derrière, si vous avez peu de femmes, donc mécaniquement, vous avez peu de possibilités de faire des promotions de femmes. Donc, on travaille sur ces questions-là aussi. Et puis après, en termes d'attractivité, on s'est rendu compte que dans nos brochures, dans nos manières de nous exprimer, dans nos films, il fallait qu'on soit le reflet de ça aussi. C'est-à-dire que derrière, si on dit, voilà, on projette une super équipe de direction dynamique, on voit que des hommes, ça ne donne pas cette idée-là. On a été frappé par une jeune femme qui est en recrutement qui voulait rentrer et qui finalement n'est pas rentrée chez Michelin parce qu'elle a dit, quand je me suis promené dans votre siège là, j'ai pas trouvé de personne qui me ressemble. J'en ai pas vu. Et là, on s'est dit, ouais, zut. Donc en fait, on essaye d'aller dans toutes ces avenues là et par contre tout le monde est très sensibilisé là-dessus. Donc on a des métriques aussi. Donc on n'a pas d'indicateurs on n'a pas de cible particulière, mais on a des objectifs de minimum. Donc au recrutement, vous avez un quota minimum à trouver, sachant que je n'aime pas les quotas, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'une personne est une femme qu'elle doit être recrutée ou qu'elle doit être promue. C'est toute chose égale par ailleurs, on va préférer une femme parce que derrière, on a plus besoin de les faire entrer. Donc c'est tous ces mécanismes-là qu'on met en place. Sujet très délicat. Merci beaucoup. Madame. Okay. Bonjour, Emmanuelle Devrode, je suis DRH adjointe de Capgemini Engineering. Je voulais revenir sur la notion d'envie, parce que dans un contexte de guerre des talents, on va dire qu'aujourd'hui, le mouton à 5 pattes n'existe plus, qui était tant cherché avant. On cherche plutôt un mouton à 3 pattes qui dispose d'une grande agilité pour apprendre. Donc toute la partie, en effet, upskilling me paraît aujourd'hui indispensable. Mais si je reviens sur votre point vers l'envie, certains ont moins envie. Et pour moi, les laisser sur le même poste durant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans pour certains, fait qu'ils vont perdre justement cette agilité et que toute la partie reskilling va être de plus en plus compliquée parce qu'ils auront fait la même chose durant 10 ans ou 20 ans. Comment poussez-vous et générez-vous justement cette envie? Parce que c'est des personnes, au final, dans quelques années, dont le poste n'existera plus. Alors,
il y a différentes réalités là-dessus dans l'entreprise. On a au niveau du management, au niveau des directions, si on va prendre le top 1000 ou 2000 de l'entreprise, là notre problème c'est que les gens ne restent pas suffisamment en temps dans leur poste. Parce que le groupe se développe très vite. Donc là le problème qu'on a c'est que les gens tournent tous les 2 ans ou 3 ans. Donc on a du mal à ce qu'ils arrivent à un bon niveau de compétence dans leur job. Donc ça c'est un autre problème. Par contre, effectivement, en usine, on se rend compte que pour les agents de production, il y a des gens qui sont restés trop longtemps sur la même fonction. Donc maintenant, on a des métriques, on suit des indicateurs, on va regarder s'il y a des gens qui sont scotchés sur un poste depuis très longtemps. Et on va s'interroger en se disant, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas eu de fluidité? Donc on a, au niveau stratégique, je suis dans un tableau de bord la vélocité par type de population dans l'emploi des personnes. Donc il faut à la fois d'un côté freiner une hypervélocité à un certain endroit et en même temps il y a une super low vélocité à d'autres endroits qu'on veut accélérer. Donc, et notamment donc en usine par exemple, il y avait par exemple un premier frein qui était vous aviez beaucoup d'agents de production qui n'avaient pas d'adresse mail, donc à qui on ne pouvait pas s'adresser directement en tant qu'entreprise. Donc il a fallu d'abord travailler sur l'infrastructure, comment on met 130 000 adresses mail partout dans le monde à disposition de tout le monde. Ensuite on a travaillé sur est-ce que toutes les personnes ont accès à un téléphone portable, savent l'utiliser, peuvent envoyer des messages, et donc s'ils ont une adresse mail, est-ce qu'ils sont en mesure de l'utiliser? Donc on a travaillé sur ces questions mécanistes-là. Et puis après, on travaille sur, on utilise le système Workday. Donc chaque personne doit être sur Workday. Chaque équipe de management doit être sur Workday. Et donc derrière, on regarde, comment ça tourne. Voilà, donc on utilise la technologie pour pallier les situations que vous décrivez. Merci beaucoup, madame. Une dernière question. Madame. Merci beaucoup Valérie Allouin, Renault Group, dans la fonction RH. J'ai 2 petites questions. La première, vous faites la différence entre être à la mode et la modernité sur le sujet dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui est la fin du salariat, ou le début de la fin du salariat. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est la prochaine modernité? Et la dernière, qui est sur un ton plus léger, iCare en français, c'est Icar. Coïncidence ou pas dans votre modèle de leadership? Merci. Alors, oui, on s'est posé la question au début. Hein. Et je prends la deuxième question au départ. Je vais répondre d'abord à votre deuxième question. Oui, on s'est posé la question. On s'est dit, non, mais en fait, il y a moins de Français que de personnes étrangères dans le groupe. Donc, on a fait ce pari. Et après, c'est à nous de faire vivre de manière à éviter que ça devienne Icar et que ça reste iCare. Donc, maintenant, par rapport à votre première question, le nombre de trucs que j'ai vus dans mon développement personnel, de trucs où on m'a dit c'est fini, c'est mort, et en fait, c'est pas du tout. Je vais raconter une histoire personnelle. Je suis arrivé, souvent quand je change de job, je suis confronté à une crise épouvantable, un truc qui n'était pas du tout prévu. Alors, c'est rarement de mon fait, mais je me retrouve à gérer ce type de choses-là. Donc j'arrive aux États-Unis, on est en l'an 2000, c'est le moment de l'explosion de la bulle Internet. Mais donc j'arrive, tout était Internet. On nous disait, il n'y a plus d'usine, ça ne sert plus à rien, tout va être digitalisé, vous êtes morts. Et puis on avait des gens qui étaient dans les couloirs, dépités, en disant, mais bon... Et puis moi je regardais les usines, j'ai dit, mais comment on va faire ça digitalement? Comment on va faire un pneu digitalement? Comment on va mettre une voiture sur un truc digital? Bon, c'est vachement bien, mais comment je vais me déplacer digitalement? Donc, bon. Et donc, moi, je disais dans les couloirs, j'arrive pas à comprendre quand on me dit ça. C'est pareil sur le metaverse. Là, on me dit que c'est fini, le physique, on va tout dans le metaverse. Mais après, tu dis, bon, on mange comment dans le metaverse? Donc, le nombre de trucs que j'ai entendus qui disant c'est mort, je reste très très prudent. Voilà. Donc, on me dit le salariat est mort. Ah bon? Moi, je constate que pour l'instant, chez Michelin, en tout cas, ça va. On n'a pas ce problème-là.
Il y a des gens qui ont envie d'avoir des expériences entrepreneuriales. Il y a des gens qui veulent travailler dans les structures différentes. Mais pour l'instant, je dirais dans tous les problèmes que j'ai à gérer, celui-là n'en est pas un. Alors peut-être que je suis ringard, c'est possible. Peut-être que je ne suis pas dans la modernité. Mais en tout cas, en interne, j'ai personne qui m'a dit « Oh là là, Florent, il y a vraiment un truc là. Il faut vraiment s'en occuper. » Honnêtement, on s'occupe d'autres choses aujourd'hui. À tort peut-être. Hein. Voilà. En tout cas, vous maintenez un équilibre assez exceptionnel entre tradition, ancrage et projection dans la modernité, et vous en faites une démonstration brillante. Donc encore merci Florent Ménégo, merci pour votre témoignage. Notre libraire favori qui vient de me passer le livre sur l'enfance de Bibendum, vous savez ce que ça veut dire Bibendum ? Nunc est bibendum, c'est du latin. Et ça veut dire il est temps de boire, tout simplement. Et oui, parce que le pneu boit l'obstacle. Boit l'obstacle. Et voilà. Et vous aurez l'explication de tout ça dans ce magnifique livre jaune pour celles et ceux qui voudront l'acheter. Merci. J'en profite. Allez. J'en profite pour vous dire qu'on va vous faire un cadeau. Donc l'équipe BCG Bright House a fait toute une analyse par enquête sur les entreprises et la raison d'être. Et donc, vous trouverez plein d'éléments, dont l'interview de Florent Ménégo. Nous n'avons pas eu le temps, à nous trois, on pouvait vous interviewer pendant 4 heures. Donc, ça a été... voilà. Et donc, vous trouverez tous les éléments. Et encore, t'es minorant, Dominique. T'es minorant. Donc, RSE, loi Pacte, vous trouverez la position de quelques-uns des grands du CAC 40. Et c'est un grand sujet du moment aussi. Voilà, on vous le distribue à la sortie. Et avec un clin d'œil donc pour BCG Bright House et pour Julie Lattès, qui est l'auteur de ce travail. Julie Lattès, je ne sais pas si vous êtes là. Trop de monde. En tout cas, merci et bravo. Elle est là, je la vois. Merci à vous. Merci et bravo.